Voilà, de retour sur le plateau pour le dernier plateau. On va dire encore quelques mots sur la Sierra Leone avant d'aborder le Togo. Auguste Onkowé, vous pensez que l'éducation reçue par l'ancienne génération est d'un niveau beaucoup plus élevé que celle d'aujourd'hui? Oui, tout simplement parce qu'on formait nos anciens à être les futurs cadres du bloc colonial. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé au niveau des indépendances, on a l'impression que le niveau de cette éducation est assez délité. Nos anciens, pour la plupart, après leur cursus, revenaient donner des cours. Donc ceux qui avaient le CEPD ou ceux qui avaient le BEPC revenaient donner des cours. Des personnes comme Nkrumah ont donné des cours avant de poursuivre leur cursus. Donc il y avait une dynamique de crise qui favorisait l'alphabétisation du plus grand nombre. Et il faut revenir à des solutions de crise. Je vais donner un exemple. Vous pouvez aller dans nos établissements actuellement, voir les ouvrages que l'on utilise pour les maternelles et les CP pour leur apprendre à écrire et lire. Vous allez prendre un Mamadou et Binta, quand vous voyez l'ouvrage et que vous le comparez avec d'autres systèmes éducatifs, vous voyez qu'à un moment, il y a un siphonnage par le bas qui fait qu'on ne peut attendre d'avoir une classe d'intellectuels hautement qualifiés. Vous avez eu des Lumumba, les Lumumba, c'est pas un docteur. Vous avez eu des intellectuels qui ont fait William Ponty, qui ont été formés pour être, des enseignants, et c'est ce qui nous a donné des Modibo Keïta, c'est ce qui nous a donné des Sékou Touré. Donc à un moment, s'il faut attaquer ce problème, il ne faut pas seulement l'attaquer au niveau des effets d'annonce et seulement du problème qu'on appelle de structure, mais il faut aussi l'attaquer au niveau de l'organisation et faire en sorte que tout un État s'implique. Je vais terminer avec ce dernier exemple que je trouve qui est très intéressant, qui est celui de Booker T. Washington, qui va créer un institut qui s'appelle Tuskegee, et je pense qu'il peut être applicable à l'Afrique. C'est un institut qui formait les élèves aux métiers techniques et pratiques, et ce sont ces élèves qui ont construit leur école. Donc à un moment, ces écoles étaient autonomes en termes de matériel, en termes de nourriture, en termes de cantine, en termes d'habillement, et actuellement cet institut est une université. Donc je pense qu'il y a des solutions pratiques, des solutions de crise qu'il nous faut embrasser afin qu'on arrête de se satisfaire lorsqu'il y a des examens, d'être pleinement satisfait d'un 40% au CEPD, d'un 40% au BPC, alors que dans d'autres systèmes, les gens ont 80-90%. Voilà. Jean-Paul, ça veut dire quoi? On prend des mesures, mais au fond, ça reste juste peut-être pour Julius Maada Bio. Il a fait la promesse durant sa campagne, il est un peu obligé d'honorer sa promesse, mais tout ce qui doit, l'armada qui doit suivre dessus, pas forcément. J'ai écouté Auguste et Francisco, je suis très largement d'accord avec ce qui a été dit, mais simplement je pense que vu le contexte sierra-léonais, un pays qui sort de plusieurs années de guerre, des milliers de morts, Ebola, des catastrophes naturelles tout le temps, avec un taux d'alphabétisation très bas, il faut prendre le problème pas au moins un bout. Il y a le problème d'infrastructure, il y a le problème du contenu de la formation, mais il a choisi de prendre le problème par ce bout-là, et c'est vrai qu'il faut attendre pour vraiment évaluer cette promesse-là. Est-ce que effectivement c'est un effet d'annonce ou ça va être véritablement mis en œuvre, surtout qu'il n'y a pas d'objectif chiffré, à quoi il veut obtenir 2 ans, 3 ans, 10 ans, et on ne parle pas de fonds, combien et comment il compte financer tout ça, il n'en parle pas, donc il faut attendre pour voir exactement où il veut aller, mais au moins la volonté existe, parce que l'éducation c'est la base du développement, beaucoup l'ont compris. Je crois que c'est Kofi Annan paix à son âme qui disait que si vous trouvez que l'éducation est trop chère, essayez l'ignorance. Donc l'éducation est la base de tout, et si le nouveau président sierra-léonais a compris cela et a voulu contribuer un tant soit peu à diminuer l'alphabétisation, il faut l'y encourager. Mais encore une fois, il faut attendre. Est-ce que ce n'est pas simplement un effet d'annonce, que dans quelques mois, dans quelques années, on se rendra compte que finalement la Sierra Leone
comme la plupart des pays africains, où une bonne partie de nos jeunes est encore analphabète. Et tout ce monde se retrouve quand ils sont adultes dans le cohorte des chemins. Alors, Francisco, en Sierra Leone, la moitié de la population qui a plus de 15 ans est analphabète. Bon, déjà, cette mesure va encourager au moins à envoyer les enfants à l'école, puisqu'on sait c'est gratuit maintenant. Parce que l'un des freins, c'est aussi la scolarité. Oui, il n'y a pas que la scolarité qui fait l'école. Et la scolarité, je peux dire, c'est pratiquement rien. C'est le quotidien. Et ces enfants qui vont partir pour l'école, ils faisaient quoi à la maison? Peut-être d'autres aidaient les parents et avoir des revenus supplémentaires. Certains avaient des activités. Et aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on avait connu dans le temps où nous avons nos parents qui ont dans l'ordre de 70, 60 ans aujourd'hui, qui de façon volontaire, ils étaient à la maison jusqu'à 15 ans et eux-mêmes ils partent. Ils disent je vais à l'école et puis ils vont à l'école. Aujourd'hui, quand déjà un enfant dépasse 10 ans, l'envoyer à l'école, c'est des difficultés. Et là, il faut également que ça soit des structures et qu'il y ait des structures également techniques. Il ne faut pas qu'il y ait seulement les formations d'ordre généraliste où on arrive à faire. Donc il faut produire des gens qui peuvent faire quelque chose compte tenu des besoins du terrain. On a parlé tout à l'heure du cas malien avec l'agriculture et autres. Voilà, c'est des domaines spécialisés de voir qu'est-ce qui peut nourrir le pays, qu'est-ce qui peut apporter n'est-ce pas, des revenus supplémentaires par rapport aux produits de rente d'exportation et autres. Donc l'agriculture doit être une base également pour cette école. Et comment reconstruire le pays? Il faut des maçons, et des techniciens supérieurs, des ingénieurs. Et puis à côté, avoir également les autres sciences, parce que sans la philosophie et sans l'économie et autres, tout ce que vous allez faire, ce serait, disons, mal géré. Donc, il va falloir tout ça là, toutes ces sciences qui vont penser autour du développement et que ça ne soit pas exclusivement les gens du parti politique du président de la République, mais il faut que toute la nation se sente concernée et que toutes les énergies se mettent ensemble pour véritablement amener les gens à l'école et que ça soit efficiente, n'est-ce pas, pour la Sierra Leone. Moi peut-être ce que je dirais, c'est que à situation de crise, il faut quelque chose de peut-être que des gens trouveront radical, mais je pense que pour un pays comme la Sierra Leone, à un moment, ce qu'il faut, disons, ce que moi j'aurais suggéré, c'est qu'on appelle un service civil. Un service civil, pour moi, un État qui a traversé cela, qui est dans un processus de réconciliation. On l'a vu d'ailleurs après les deux guerres, quand il s'agit des États européens. À un moment, il a fallu avoir une politique sur 5-10 ans avec des données chiffrées. Là, je rejoins tout à fait Jean-Paul, avec des données chiffrées. Mais il faut que tout le monde s'implique. Il faut vraiment sortir de l'illusion qu'on va avoir un gouvernement avec des financements venus d'un peu partout, d'ailleurs qui sont des prêts, où on va mettre de l'argent et que ça va se faire. Et que non. À un moment, je pense que résorber ce type de situation implique que toute la population s'y mette, mais de façon organisée. Et organisée par quoi? Par les structures d'État. Donc, réquisitionnement des personnes qui sont à même de donner de ces cours-là, et services civils, maintenant, comment tout ça? Bon, je pense que l'État doit pouvoir organiser réfléchir et mettre tout cela en place. On passe maintenant au dernier sujet. C'est le Togo, l'annonce de la révision du fichier électoral. Est-ce que la C14 a été prise au dépourvu au niveau de la Commission électorale nationale indépendante? La révision du fichier électoral va démarrer le 1er octobre prochain dans la zone 1 et puis le 17 dans la zone 2. Alors, la CENI jusqu'à présent est incomplète. La C14 crie au scandale. Jean-Paul Abo, vous comprenez déjà la réaction de la coalition des 14? Qu'est-ce qu'on peut dire sinon que c'est le même film pratiquement à chaque élection dans notre pays, donc il n'y a rien de surprenant. En fait, la CENI est dans son rôle. La CENI fondamentalement n'est pas
un organisme, une commission politique. Elle est chargée d'organiser, de superviser les élections. Elle s'y attelle, elle s'y tient. Maintenant, s'il y a un problème politique à résoudre, s'il y a un accord politique préalable à trouver avant la poursuite de ces travaux, c'est aux politiques d'en décider, et ça peut avoir un impact sur son travail. On l'a vu à un moment donné, la CENI était dans ses activités lorsqu'il lui a été demandé, dans le cadre du dialogue qui était en cours, de suspendre. Ça a été fait. Après la feuille de route, il y a un délai qui, me semble-t-il, a été précisé, n'est pas indicatif. On peut considérer que c'est impératif, qui a été donné. Et donc, la CENI est dans son rôle de tout faire pour atteindre cet objectif en menant les tâches nécessaires pour y arriver. D'ici là, si encore une fois, les acteurs politiques décidaient de suspendre ces travaux pour, d'un commun accord, recomposer la CENI, faire d'autres choses, la CENI suspendra ses activités. Mais tant que ce n'est pas fait, la CENI est dans son rôle, pour moi, de continuer. Même sur la composition de la CENI, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que la CENI actuelle, en tout cas la composition de la CENI actuelle, est issue d'un accord. Ce n'est pas d'autorité que ça a été mis en place. Donc c'est issu d'un accord, l'accord politique global. Et il me semble que si un nouvel accord n'intervenait pas, c'est l'ancien accord qui doit être qui doit suivre son cours. Donc, encore une fois, si demain les protagonistes de la crise, avec le soutien ou sous la médiation des facilitateurs, estimaient qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à CENI, par rapport au processus, je crois que la CENI arrêterait ses activités. Francisco, est-ce qu'il appartient aujourd'hui à la CENI de dire, bon, tant que la CEDEAO n'a encore rien décidé, on arrête, on attend tout, ou bien elle prend ses responsabilités parce que le quorum est atteint et on travaille? Bon, moi, selon moi, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est un bon travail? Est-ce que c'est sincère? Parce que n'oublions pas que quand on allait à la dernière élection présidentielle, il y avait un Togolais qui avait parlé de ce fichier électoral qui était un fichier totalement out. J'allais d'Alberto Olympio. Voilà. Et ce monsieur, on ne le voit plus. Peut-être. Il est au Sénégal. OK. Et que tout le monde a été surpris que nous sommes allés à ces élections présidentielles avec une liste dite consensuelle. D'accord? Consensuelle. Et nous sommes revenus avec toutes les recommandations qui ont été faites par par tout le monde, et même jusqu'à la CVJR, tout ce qui a été fait comme observation, c'est encore là. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réglé le problème de la CENI pour pouvoir régler le problème, disons, du fichier électoral. Donc moi, ce que je suis en train de voir, c'est que, bien sûr, le RPT va continuer. Bon, le RPT unir, c'est ce que moi j'aime dire. Bon, va continuer, mais va être rappelé à l'ordre par la suite. Parce que vous pouvez aller jusqu'à sortir la liste, mais pour aller à une élection, il faut que cette liste soit, n'est-ce pas, acceptée. Et donc on reviendra à cette histoire. Est-ce qu'il faut le consensuel? Or, je crois que ce qui est prescrit maintenant, on devait aller plutôt à faire totalement, disons, un recensement pour pouvoir avoir un nouveau fichier, et non de reprendre cet ancien fichier-là où on n'arrive toujours pas à enlever, même les morts figurent là-dessus toujours. Donc, moi, selon ma lecture, et ce n'est pas parce que chaque fois quand l'UNIR ou le PT UNIR force la main et que les autres reviennent, mais ici, le contexte n'est plus en tant que tel le même. Vous pouvez lancer aujourd'hui les élections législatives pour décembre, ça ne tiendra pas. Il suffit que les gens contestent et vivement et que ce processus s'arrête. Donc, c'est selon mon appréciation. Et je me demande effectivement si l'UNIR est prêt vraiment pour aller à ces élections de décembre. Parce que ce n'est pas aussi évident
Et ils peuvent essayer de tenter de forcer, mais à un moment donné, comme je l'ai dit, ça va s'arrêter. Et puis, peut-être, puisque les gens demandent que ce qu'ils demandent, ce n'est pas mauvais en soi. Ils demandent que la chose soit bien faite. Donc, la chose soit bien faite. Donc, on peut revenir là-dessus, ramener la CENI à zéro, demander même un observateur, disons, neutre, pour pouvoir superviser. On a vu l'autre qui était venu, le général Sangaré, qui était venu. On a vu aussi les limites que ça a eu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir un départ, il faut, et on sera obligé de revenir sur ce qui est en train de se faire. Ce débat-là, qu'est-ce que vous en dites? D'arrêter la CENI, de la recomposer et puis de repartir à zéro. Bon, je vais m'exprimer franchement. J'ai du mal avec la politique togolaise parce que j'ai du mal à saisir un peu la dynamique des différents acteurs, qu'ils soient de l'UNIR ou qu'ils soient de l'opposition. Alors, moi, je pars du principe que on a eu une crise de 1 an avec des morts, avec des décès, avec un certain nombre de vandalismes et tout ça. Et on a amorcé des négociations. On a fait venir des présidents étrangers. On a essayé de jouer de la diplomatie internationale. On a essayé d'avoir un certain nombre de revendications qui ont été acquises, d'autres qui n'ont pas été acquises. Et finalement, on a sorti une feuille de route. Donc je suppose que cette feuille de route, les différents acteurs étaient là avant qu'elle puisse être tirée. J'ai pas la sensation que on est qu'on a découvert, j'ai pas cette sensation là. C'est que vous avez les différents acteurs, on s'entend sur un certain nombre de points et maintenant vous avez une feuille de route. Alors, ce qui me gêne dans l'histoire, c'est que si cette feuille de route lance une date, dans le cas-ci, on dit le 20 décembre. La logique veut que vous ayez causé ensemble de la possibilité de cette date et de toutes les conditions qui pourraient permettre à une élection lors de cette date. Donc je suppose que, et c'est la logique, je suppose que on a posé le problème de la CENI, on a posé le problème de la liste, c'est comme ça que je le conçois. Parce que ceux qui sont venus sortir cette liste, ils l'ont fait en se disant, nous avons fait un conciliabule, ok, nous pouvons y aller. Et là, j'ai la sensation que maintenant, on a une feuille de route, on a une date, et maintenant, ok, on essaie de revenir, de faire un retour. Et pour être franc, ça embrouille. C'est difficile, parce qu'après, maintenant, on rentre dans les considérations de qui fait quoi, qui va faire quoi et tout ça. Bon, ok, supposons maintenant qu'on ne fasse pas cette élection le 20 décembre, on la fait quand ? Si on ne la fait pas le 20 décembre et qu'on trouve une nouvelle date, est-ce que les différents acteurs de la politique togolaise nous promettent de statuer enfin sur l'organisation claire et efficiente des élections. Là, on va sur un chemin où on va se retrouver encore dans les mêmes frictions de deux clans opposés, où l'un tout est carré et l'autre dit je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un manquement. On va avancer de prochaines élections. La faute est venue aussi de la CEDEAO qui, dans ses recommandations, elle a bien utilisé le mot recomposition pour la Cour constitutionnelle, mais pas pour la CENI. Pourquoi considérer que c'est une faute ? Peut-être parce que la CEDEAO a estimé qu'il n'y a pas lieu de recomposer la CENI. Et comme l'a dit le président Alpha Condé, la feuille de route a été écrite et publiée en français et en anglais. Donc, il n'y a pas 1000 lectures à en faire. Si la CEDEAO voulait que la CENI soit recomposée, elle aurait dit clairement, comme elle a dit pour la Cour constitutionnelle. Mais elle ne l'a pas dit. Maintenant, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Là n'est pas le sujet. En tout cas, la CEDEAO ne l'a pas dit. Maintenant, si la C14 avait voulu que la question de la recomposition de la CENI fasse partie de la feuille de route, il aurait fallu qu'elle en parle avant. Parce que ce dont on parle, Horus disait tout à l'heure, on a l'impression de faire un peu du rétropédalage, on revient en RS des revendications. Ce qu'elle fait, c'est comme si elle pose de nouvelles conditions. Et cela souffre de ce que j'appelle une faiblesse rédhibitoire et due au timing. Vous vous rappelez, au début du dialogue, lorsqu'il y avait un blocage sur la question de la candidature de Faure Gnassingbé, sur sa démission, etc., il avait été proposé de laisser de côté ces questions et de traiter des questions sur lesquelles les positions peuvent éventuellement évoluer, le cadre électoral, etc., etc.
Mais la C14 s'y est opposée en considérant que ce qui est le nœud fondamental de la crise togolaise, c'est la candidature de Florence. Ça a pris plusieurs mois jusqu'à ce qu'à la fin, cette feuille de route sorte. Donc on a l'impression que ce qu'on aurait dû faire depuis, on ne l'a pas fait, et c'est maintenant qu'on remet ça sur la table, alors qu'une feuille de route est déjà adoptée. Je suis d'accord, je partage l'idée que ce serait mieux que enfin les uns et les autres se mettent d'accord sur la CENI, le fichier électoral, etc. S'il y a un consensus autour de ça, tout en rappelant quand même qu'en 2015, il y avait un consensus sur le fichier. Même si aujourd'hui c'est contesté, il y avait un consensus sur le fichier que celui qui s'occupait du fichier électoral au sein de la CENI était de l'opposition. Donc, c'est juste pour dire que j'ai l'impression, j'ai la sensation que les acteurs politiques togolais ne se mettront jamais d'accord sur quoi que ce soit. Ils se mettent d'accord une fois, après on revient sur l'accord, on conteste, etc. Parce qu'encore une fois, la CENI, la composition de la CENI est issue d'un accord. Donc, je ne sais pas si à ce rythme, on va finir par organiser un jour des élections dans notre pays. Quel que soit qu'on amène un superviseur, un observateur, on l'a amené, le général Sangaré, et Francisco en a parlé, il est venu ici pour nous aider à apurer le fichier, il l'a fait, mais ça n'a pas rassuré. Vous allez en Côte d'Ivoire, lors des élections présidentielles, on a fait venir comment ils ont appelé, un certificateur, mais à la fin, c'est une guerre qui a départagé les acteurs. En Guinée, vous avez eu un président de la CENI étranger qui a dirigé, donc le supervisé, organisé les élections. Ça n'a pas empêché le perdant de contester. Donc, en fait, tout dépend de la confiance que les acteurs ont les uns envers les autres, et puis aussi de leur finalement de leur bonne foi par rapport à tout le processus. Francisco, sur l'éternel recommencement non, mais l'éternel recommencement, regardez la petite fausse note que moi je constate dans ce référendum et dans ce début de recensement. Même ce n'est même pas un recensement, c'est une révision de la liste. Déjà, on exclut dans la feuille de route a bien précisé le vote de la diaspora. C'est déjà exclu parce qu'on a la zone nord, la zone sud. Est-ce que c'est programmé le recensement de la diaspora? Donc, on fait le recensement, la révision pour quelle élection? C'est ça qui est que je me pose. Les élections, donc... la diaspora ne vote pas pour les législatives. Ok, donc... Après les législatives, il faut faire un recensement ou bien une révision pour les présidentielles, ce que ça coûte énormément comme argent. Vous savez, il faut que les Togolais, qu'on s'accepte et qu'on finisse avec ce cycle électoral qui fait seulement de l'événementiel. Vous savez, tout ce qui est nommé comme à la CENI, vous allez voir des gens qui n'ont plus vu leurs parents depuis des années. Quand il sait que son frère est nommé président de la CENI, il se tient à la porte le lendemain parce qu'il sait qu'il va en profiter. Non, il faut qu'on cesse, que le Togo cesse avec ce cycle électoral de chaque 2 ans. 2 ans et demi, parce que lorsque nous allons finir, si vraiment nous tenons ces élections en décembre, ce qui veut dire qu'en 2020, en avril ou en mars, on vote. Il y a les élections locales dont on ne parle pas encore. Dont on ne parle pas. Dont on ne parle pas. On ne connaît pas vraiment la date. Voilà. Donc, je crois que les deux sont couplés ou... Donc, il faut véritablement qu'on fasse une fois pour de bon, peut-être les prochaines élections. Disons, moi je peux dire le recensement est disons un profond changement dans la vie du Togo. Qu'on dise que nous faisons les présidentielles, les législatives et les élections locales couplées. C'est les élections générales. Là, nous avons 1 an pour faire organiser les élections. Et on a 4 ans. Peut-être là, nous avons déjà une CENI technique et nous avons 4 ans. Vous voyez tout l'argent qu'on met dans les élections. Il faut en finir une bonne fois pour toutes. Et je pense, et au lendemain de la sortie de cette feuille de route, j'ai apprécié la déclaration d'Agboume Kodjo, qui avait demandé au président de la République de saisir l'occasion de prendre des mesures courageuses. Et c'est très important. Il doit être plus courageux
que ce qu'il est en train de faire maintenant pour dire arrêtons le processus, faisons une fois pour de bon. Je rentre là dans l'histoire. Comme on l'avait dit à Biya, il refuse. Je ne sais pas ce qu'il y a à attendre devant, mais c'est très important pour le Togo qu'on en finisse avec ça, ce gaspillage de sous pour les élections et autres, et qu'on fasse les 3 à 4 élections. On ne peut plus faire une élection législative au Togo sans les locales. Ça, tout le monde le dit, la décentralisation, nous sommes en train de le bafouer et ça retarde profondément le pays. Coupler les 3 élections, je pense que c'est la meilleure option que tous les politiciens togolais doivent envisager pour que le Togo se relance dans, disons, le concert des nations. Pas d'élection en 2020. Oui, c'est ce qu'on oublie. Non, mais aussi, je ne dis pas de faire les législatives, tout ça là, en 2018, mais on peut le faire en 2019 ou en 2020. Ça dépend. Si le chef de l'État fort prend sa mesure, voilà. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que les politiques se nourrissent des crises. Oui, mais le problème, c'est que les politiques se nourrissent des crises et c'est la population qui en pâtit. J'aime bien l'intervention de Francisco. Je vais d'ailleurs ajouter un peu, c'est que on est dans une dynamique de politique spectacle. On est dans la télé-réalité. Et effectivement, c'est le peuple qui en pâtit parce que en réalité, ce que le peuple demande, il ne l'obtient pas. Les gens ont envie de vivre de manière correcte, normale, de pouvoir décider de leur optique de vie, de l'optique nationale. Là, on est dans une politique spectacle qui d'ailleurs n'est pas spécifique au Togo, qui est spécifique au continent africain, où on est perpétuellement en campagne. Donc, même les personnes que l'on met à des postes via les élections, sont perpétuellement en campagne. Et conséquence, on a une opinion nationale qu'on ne concentre pas sur des problématiques beaucoup plus importantes. On a des problèmes au niveau de l'éducation. On a des défis au niveau de la santé. On a des défis au niveau il y a des problématiques qui deviennent mondiales comme la natalité, le foncier, les investisseurs qui viennent. Que va être le Togo dans 10, 15, 20 ans? Que va être la dynamique pour les intellectuels et tous les porteurs de projets? On ne cause pas de ça. On ne fait que causer de politique. Et le problème avec la politique, c'est qu'au moins si, à l'instar de ce qui se passe en griffe dans les pays dits développés, c'était des politiques où on va débattre de projets et de programmes. Encore, on s'y connaîtrait, on pourrait faire une pierre de coups. Mais on ne discute pas de ça. On discute de l'élection de gourou. Donc ce n'est qu'après les élections de tel député, de tel maire, de tel président, de l'élection de tel ministre, que maintenant, ensuite, on va chercher à savoir concrètement qu'est-ce qu'il propose et comment il va le financer. Donc bon, à un moment... Merci beaucoup, malheureusement, le temps est déjà parti, Auguste Nkovi. Francis Napokora, merci. Jean-Paul Agboa, merci à vous aussi. Un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.